Quatrième partie, restez jeune. Avoir à 70 ans le corps d'une personne de 40 ans, ce miracle ne tient qu'à vous. Le vieillissement résulte de l'accumulation de dégâts physiologiques et cellulaires, mais aussi des mauvais traitements ou soins que l'on s'inflige. À 20 ans, on jouit de sa jeunesse, premier cadeau de la vie. À 50 ans, la jeunesse devient le cadeau que vous vous offrez par la qualité de votre propre mode de vie. À 65 ans, le taux de vieillissement est 125 fois plus élevé que chez un enfant de 12 ans, mais des pistes ouvrent bien des espoirs. Le corps contient 35 milliards de cellules qui se renouvellent et ont besoin pour bien fonctionner de se voir apporter le meilleur. Alors prenez soin chaque jour de votre cerveau comme de votre corps, eux vous le rendront bien. Entretenir les 650 km de vaisseaux qui alimentent notre corps demande des efforts quotidiens et de la volonté. Ainsi, rappelez-vous qu'on ne vieillit pas parce que l'on travaille, mais parce que l'on ne travaille pas. Refusez donc que l'on vous aide à porter votre sac de course. Mettre ses muscles et son équilibre au repos, c'est perdre en force et en autonomie. Avec le risque que le jour où personne ne sera là pour vous assister, le corps refusera de vous obéir et vous deviendrez dépendant des autres. Les muscles vous protègent comme s'ils défendaient une forteresse. Tâtez vos abdominaux, vos biceps ou vos quadriceps en les contractant. Vous vous rendrez vite à l'évidence, mais ils attendent aussi de nous qu'on les préserve. Aussi, plus on avance en âge, plus il faut être actif avec sa santé, savoir se mettre à l'écoute de son organisme afin de le connaître, le comprendre et l'aider. Les secrets du vieillissement. Nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Entre un sédentaire obèse, alcoolo, tabagique et une personne mince qui mange équilibré et fait du sport, l'horloge ne tourne pas à la même vitesse. Pour autant, il y a des dates, des étapes. Les chercheurs américains de l'université Duke ont établi à quel âge commençait le vieillissement. Après avoir étudié tous les facteurs, leur réponse est formelle. 26 ans. Un chiffre proche des 25 ans des Catherinettes, ces jeunes femmes non mariées qui, dans la tradition populaire, devaient porter un chapeau excentrique le jour de la Sainte Catherine afin de montrer qu'elles étaient des cœurs à prendre, sous peine franchie le jour fatidique d'être déclarées vieilles filles. Nos scientifiques de Duke ne sont donc pas tombés loin. Âge chronologique, âge réel ou âge immunitaire. La durée de vie maximale, selon l'Institut Albert Einstein, est de 115 ans pour les femmes et de 114 ans pour les hommes. Comme Jeanne Calment a prouvé que l'on pouvait atteindre 122 ans, de nouveaux records sont à attendre. D'autant que l'âge chronologique ne correspond pas forcément à l'âge réel et qu'une nouvelle notion passionnante, qui me paraît plus juste, est apparue, l'âge immunitaire. Ainsi, nous aurions en vérité l'âge de notre système de défense. Il est vrai que plus les années s'accumulent à l'horloge d'une vie, plus ses défenses diminuent, nous laissant sans les armes capables de nous protéger contre les multiples maladies. Avec le risque que la baisse des lymphocytes NK tueurs de tumeurs donne le champ libre aux cellules cancéreuses, comme de voir les virus et bactéries se propager en toute impunité. Mauvaise nouvelle, actuellement il n'existe aucun médicament apte à accroître la qualité de notre système immunitaire. Bonne nouvelle en revanche, notre mode de vie, lui, agit directement lorsqu'on veut le rendre plus performant. Le capital immunitaire, ça s'entretient. De quelle manière préserve-t-on et, mieux, parvient-on à faire fructifier le capital immunitaire? Diverses recettes et techniques existent. Première sur le podium, l'activité physique quotidienne, ex aequo avec la baisse des calories. Ainsi, on a découvert que la restriction calorique augmentait de 40% l'espérance de vie d'une souris en bonne santé. Le miracle d'Okinawa. La recette idéale, les habitants de l'île d'Okinawa au Japon la possèdent-ils, eux qui détiennent le record mondial du nombre de centenaires? Vraisemblablement oui, puisque le secret de leur longévité, étudié précisément, réside dans le maintien d'une activité physique quotidienne et une frugalité nutritionnelle de bon aloi. À plus de 100 ans, leurs doyens continuent d'entretenir leur potager, de consommer beaucoup de légumes et aucune sucrerie. Quant au moral, ils le maintiennent jour après jour en se levant le matin conscients d'avoir un but. L'inactivité fait vieillir, à méditer. Nos organes ne vieillissent pas à la même vitesse. En fait, l'être humain ressemble aux automobiles. Certaines de ces pièces, comme les pneus, s'usent vite, alors que d'autres, tels le tableau de bord, résistent au temps. La vitesse d'usure du corps dépend du mode de vie.
La peau d'un fumeur qui s'expose au soleil s'abîme beaucoup plus rapidement que celle d'une personne se protégeant du soleil et non accro aux cigarettes. Cette usure différenciée, des chercheurs l'ont récemment démontré, constatant que nous sommes un puzzle d'organes où jeunes et vieux cohabitent. Il s'agit d'une découverte majeure car on comprend alors mieux notre résistance ou notre non-résistance aux attaques. Les organes vieillissants deviennent plus vulnérables à la maladie, certes, mais pas seulement. On a appris qu'un organe fatigué générait des dégâts sur ceux restés jeunes et fonctionnels. Prenons l'exemple du foie. Le foie stéatosique désigne ce qui est appelé communément le foie gras, rançon de multiples repas gras sucrés et bien arrosés. Eh bien, usé ainsi, il accumule les toxiques et les cancérigènes et dès lors met en danger l'organisme tout entier. Quand un organe est défaillant, les autres paient les pots cassés. Les seins vieillissent plus vite, le cœur moins. La recherche sur nos différents organes progresse en permanence. Des scientifiques américains ont ainsi observé que les seins vieillissent plus vite, environ 3 ans, que le reste du corps. Certains chercheurs y voient un facteur de risque des cancers du sein. A l'inverse, ils ont noté que le cœur présentait, chez des personnes entre 55 et 60 ans, 9 ans de moins que d'autres organes. Ensuite, il fallait essayer de comprendre pourquoi, chez un sujet sain, les organes ne vieillissaient pas au même rythme. Tout vient du code génétique que chacun possède à la naissance, dont l'expression peut se modifier selon la façon de vivre. L'hygiène de vie se traduit par la méthylation, un phénomène qui affecte différemment nos gènes, activant ceux protecteurs ou destructeurs. Le taux de méthylation détermine alors l'âge des organes ainsi que leur impact sur notre santé. La prouesse des chercheurs a été de déterminer avec une précision de 96% à partir des taux de méthylation des gènes l'âge exact des participants à leur enquête, et ce à partir d'un simple échantillon de sang. Une nouvelle preuve, encore plus formelle, que notre santé est réellement entre nos mains. Parler plusieurs langues pour rester jeune. Terminons ce chapitre par une étude amusante. Comparées à leurs congénères du même âge, les personnes qui parlent 2 langues ont des capacités cognitives plus performantes, avec un quotient intellectuel et une mémoire supérieure. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisqu'il est prouvé que quel que soit l'âge auquel on décide d'apprendre une langue étrangère, le rajeunissement des neurones s'active. Et un cerveau productif, c'est un commandant de bord efficace pour empêcher de décliner et de vieillir. So, what are you up to? Bouger. Vous souvenez-vous ou avez-vous vu ce film Cocoon, réalisé en 1985 par Ron Howard, dans lequel les pensionnaires d'une maison de retraite retrouvaient leur jeunesse en plongeant dans une piscine accueillant des cocons d'extraterrestres? Eh bien sachez, et il ne s'agit aucunement de science-fiction, qu'une équipe de chercheurs américains viennent de découvrir des hommes et des femmes de 70 ans dont le corps aurait pu appartenir à des personnes de 40 ans. Par quel miracle? L'exercice physique. Une incroyable découverte. Pour arriver à cette conclusion, ces scientifiques ont recouru aux grands moyens, conjuguant plusieurs techniques. Ils ont notamment mesuré la VO2 max, soit le maximum d'oxygène qu'un individu peut produire à l'occasion d'un exercice intense, qui, à partir de 30 ans, diminue de 10% chaque année, la capacité respiratoire en cas d'effort diminuant au fil du temps, ce qui explique la hausse des maladies liées à l'âge. Les participants placés sur des vélos d'intérieur devaient pédaler au maximum, tout en étant branchés à un appareil mesurant la fameuse VO2 max. L'équipe a aussi pratiqué des biopsies musculaires afin d'apprécier la qualité des muscles de son échantillon. L'état cardiovasculaire de chacun a ensuite été analysé en détail, de même que la longueur des télomètres, ces capsules situées au bout des chromosomes de chacune de nos cellules. Or, on sait que plus les télomères sont longs, plus ils indiquent une vie en bonne santé durable, alors que réduits, ils traduisent des risques de cancer, maladies cardiovasculaires ou Alzheimer élevé. Ces capsules ne donnent pas l'âge chronologique, mais l'âge biologique. L'élixir de jeunesse existe. En conjuguant ces différents marqueurs, les chercheurs américains ont constaté que les cobayes habitués à faire entre 30 et 45 minutes d'exercice continu chaque jour depuis des dizaines d'années avaient à 70 ans l'organisme d'individus de 40 ans. Une différence considérable qui s'explique aisément. Le sport quotidien agit comme un élixir de jeunesse, une sorte de potion magique aidant à défier les outrages du temps. En premier lieu, cela compense la perte musculaire physiologique de 1 à 2% annuelle qui s'accentue à partir de 30 ans. Mais le sport chaque jour préserve aussi le souffle comme le montrent les tests effectués sur la VO2 max. Et quand on respire mieux, on bouge plus vite et plus souvent. Le cœur fatigue moins.
S'y adonner, c'est donc diminuer au fil des mois sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle et améliorer sa capacité cardiovasculaire, le cœur développant des vaisseaux supplémentaires pour son oxygénation. De son côté, la lutte contre l'athérosclérose s'en trouve renforcée. L'activité physique aide à brûler les graisses du sang, comme le cholestérol et les triglycérides, ainsi que le sucre, autant de facteurs favorisant l'encrassement des vaisseaux. Le sport rend aussi le système immunitaire plus performant, ce qui pourrait expliquer la diminution de cancers constatés. Sans oublier le moral, au beau fixe grâce à la sécrétion naturelle des endorphines, molécules proches de la morphine générée. Or, voir la vie en rose accroît la longévité, comme l'a démontré une étude expliquant que les optimistes vivaient en moyenne 10 ans de plus que les pessimistes, essentiellement parce qu'ils dorment beaucoup mieux. Enfin, la sexualité en bénéficie. L'activité physique régulière augmente la sécrétion de testostérone et l'envie de faire l'amour. Premier avantage, les sujets qui pratiquent 12 rapports sexuels par mois paraissent 10 ans de moins. Deuxième avantage, les recherches ont conclu que lorsqu'on paraît 10 ans de moins, on va vivre 10 ans de plus en bonne santé. Le sport donne donc un coup de jeune qui sonne vrai, contrairement à la chirurgie esthétique. La bonne santé intérieure se voit dès lors à l'extérieur. Elle qui se traduit par une impression de jeunesse retrouvée. L'exercice physique à jeun. Les scientifiques britanniques viennent même de découvrir, après une expérimentation ayant porté sur 30 hommes en surpoids ou obèses pendant 1 mois et demi, que pratiquer de l'exercice physique avant le petit déjeuner fait brûler 2 fois plus de graisse. Parce que l'organisme consomme plus de graisse du fait de la baisse du niveau d'insuline pendant la nuit. L'âge biologique, une question de souplesse. Il existe un test physique simple et amusant à faire pour connaître son âge physiologique. Test que j'ai découvert lors d'un voyage au Canada. Essayez de toucher le sol avec les paumes des mains en maintenant les jambes tendues. Si vous y parvenez, vous avez 25 ans. Si vous le touchez du bout des doigts, vous en avez 38. Si vous atteignez péniblement le dessus des pieds, genoux pliés, vous en avez 50. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant cet exercice tous les jours par série de 30, vous verrez au fil des semaines vos paumes se rapprocher du sol. Croyez-moi, c'est à portée de main. Comme la souplesse fait partie intégrante de la jeunesse et que la souplesse du corps est aussi celle de l'esprit, il n'y a pas de temps à perdre. Des haltères pour ne pas s'altérer trop vite. Sûrement avez-vous déjà remarqué chez certaines personnes la présence de ce que l'on appelle des bras en chauve-souris. Avec, vous savez, ces poches de peau fripée qui ressemblent à de la gelée lorsqu'on les voit remuer. Le problème n'est pas qu'esthétique, car avec l'apparition du bras mou, c'est la force, elle, qui disparaît. Au point d'en arriver à ne plus pouvoir parfois déboucher une bouteille de champagne le jour de son anniversaire. En fait, les bras sont un excellent indicateur de l'état musculaire. Quand ils fondent, vite il faut se bouger si on ne veut pas vieillir avant l'âge. Un investissement pour un avenir en forme. Pour ce faire, achetez un jeu de plusieurs haltères. Et si vous hésitez sur l'investissement, entraînez-vous déjà avec des bouteilles d'eau d'1 litre qui feront parfaitement l'affaire. 30 minutes d'haltères quotidiennes sans s'arrêter sont aussi efficaces qu'une demi-heure de vélo, de natation ou de marche rapide. Je le précise car beaucoup me disent trop souvent « je ne peux pas faire d'exercice en ce moment, j'ai mal aux genoux, chevilles, hanches, etc. » ou encore « j'aimerais bien mais impossible, ça me fait trop mal ». Pas d'excuses, mobilisez vos muscles des bras en maniant ces accessoires. Débutez léger, puis augmentez la charge au fil des mois. Vous constaterez, avec surprise autant que plaisir, que l'on progresse vite. En plus de cette demi-heure, que l'on peut passer devant la télévision ou en téléphonant micro ouvert, ajoutez des bonus, comme je le fais moi-même avec des haltères placés au pied de mon bureau. Chaque fois que je me rassois, j'effectue 30 mouvements de chaque bras. Ces rituels renforceront plus vite votre nouvelle puissance musculaire et vous aideront à remonter le temps vers les belles années de la jeunesse. Un programme adapté à tous. Pour s'y mettre, aucune limite d'âge. Avec elle, vous fortifierez votre corps et votre esprit, programmerez votre cerveau et votre organisme en visant à les rendre invincibles. Et ce, science à l'appui. Une comparaison de la croissance musculaire d'un groupe entre 18 et 39 ans et d'autres ayant plus de 40 ans, attestant qu'en pratiquant les mêmes exercices, les taux de croissance sont identiques chez les sujets âgés comme chez les plus jeunes. En gonflant les muscles, vous ferez donc monter en puissance votre vitalité. Pour ajouter un plus à ces bonnes résolutions, mettez-vous au régime méditerranéen, qui est à base de fruits et de légumes, d'huile d'olive et de noix. Ne serait-ce que 4 jours. Les chercheurs ont en effet montré que les bénéfices pour la capacité d'endurance apparaissent en à peine quelques jours. Entretenir sa forme musculaire afin de vivre plus longtemps.
Une étude scientifique brésilienne a constaté que pratiquer des haltères tous les jours, chez les hommes comme les femmes, accroît l'espérance de vie en bonne santé, et que les sujets bénéficiant d'une bonne force musculaire vivaient plus vieux. L'originalité de leurs travaux est d'avoir mis en évidence le facteur clé qu'est la puissance musculaire, laquelle se caractérise par la capacité à produire à la fois de la force et de la vitesse lors d'exercices, le tout dans une bonne coordination des mouvements. Prenons un exemple simple. Celle ou celui qui grimpe rapidement des escaliers dispose d'une belle puissance musculaire, contrairement à celle ou celui qui les monte lentement. Plus besoin donc de boules de cristal pour savoir si vous vivrez longtemps. Entretenez votre puissance musculaire. Des vertus thérapeutiques. Des chercheurs norvégiens ont, eux, découvert des pouvoirs surprenants aux haltères. Après des blessures aux épaules, des exercices sous contrôle médical avec ces outils de bien-être ont permis à certains des sujets étudiés de récupérer bien plus vite qu'en cas d'électrostimulation traditionnelle. Avec, cerise sur le gâteau, des douleurs qui diminuent plus rapidement et une mobilité qui progresse au même rythme. L'importance du mental dans la longévité. Je le sais, pour réussir n'importe quel challenge physique, il est nécessaire d'avoir un bon mental, une capacité de contrôle et de maîtrise de soi efficace. À vous de jouer, de vous battre contre vous-même et la petite voix qui vous serine d'arrêter. Car ceux qui pensent « je n'y arriverai pas », qui se disent « je ne tiendrai pas longtemps ces bonnes résolutions », qui cèdent par facilité voire paresse, perdent des années de vie en bonne santé. Le jeu n'en vaudrait-il pas la chandelle, la persévérance donnant une double victoire psychologique et physique ? Des spécialistes américains ont montré que les personnes âgées, ayant une grande détermination intérieure, un mental d'acier, se sentent beaucoup plus jeunes, certes, mais surtout vivent bien plus longtemps. Faire de l'exercice physique tous les jours signe donc la force du mental, ce facteur clé de la longévité. Séance de rattrapage. Si après avoir lu ces lignes, vous ne parvenez pas à vous motiver physiquement ou mentalement, permettez-moi de vous proposer un lot de consolation. Les études signalent qu'au-delà de 60 ans, même une activité physique modeste a de l'importance. Des chercheurs ont montré que des gestes quotidiens comme jardiner, étendre une lessive, faire le ménage, mais aussi prendre les transports, se rendre au travail, marcher, etc., réduisaient de 22% les risques cardiovasculaires. Que plus l'activité est élevée, plus ce risque s'amenuise. Alors surtout ne vous épargnez pas. Ne restez pas cet âge venu dans un fauteuil à ne rien faire. Plus vous agirez, bougerez, mieux vous vous porterez. Monter ou descendre les escaliers, faire quelques pas, tout est bon à prendre. C'est la sédentarité qui tue à petit feu. Les limites du corps humain. Faire de l'exercice est le gage d'un vieillissement maîtrisé, soit. Jusqu'où peut-on aller sans prendre de risques ? Quelles sont nos limites ? La fréquence cardiaque est un indicateur fiable. Dans certaines situations, la limite est connue et même matérialisée par une constante physiologique, la fréquence cardiaque. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Si l'on fait un jogging ou de la bicyclette, cet indicateur détermine le seuil à ne pas dépasser, le maximum devant se situer à 220 moins votre âge. Âgé de 50 ans, faites 220 moins 50, soit 170. Correspondant au nombre de battements par minute qu'il ne faut pas dépasser, cette fréquence ressemble à une limitation de vitesse que nous devons imposer aux muscles cardiaques. Par chance, à l'heure des smartphones et autres objets connectés, de nombreuses applications permettent de la mesurer. La fréquence que je qualifierais de confort se situe à 85% du chiffre obtenu en soustrayant votre âge de 220. Reprenons l'exemple précédent. 85% de 170, soit 142 battements par minute, correspond à la bonne fréquence pour un exercice efficace sans mise en danger. Aller au-delà de ces limites sans courir de risques. C'est la force du mental qui permet de dépasser ces limites. Les spécialistes de l'hypnose l'ont démontré. Pour en prendre pleinement conscience, je vous propose une expérience facile à réaliser. Mettez-vous debout et levez votre bras droit de manière à ce qu'il soit parallèle au sol et forme un angle droit avec votre corps. Sans bouger les pieds, tournez les épaules et le buste en allant le plus loin possible en arrière avec le bras droit. Mémorisez le point atteint bras tendu, puis revenez lentement vers la position initiale. Maintenant, fermez les yeux et faites mentalement le même parcours en vous concentrant pour aller le plus loin possible. Visualisez bien dans votre tête le trajet et le retour à la position initiale. Ouvrez les yeux et recommencez. Oh surprise, le bras va beaucoup plus loin que lors de la première tentative. Vous venez de faire comme les athlètes
qui, avant une compétition, font plusieurs fois le parcours dans leur tête en s'efforçant chaque fois d'être plus performants. En exerçant le mental, on gravit des sommets qui semblaient jusque-là inaccessibles. Progressez chaque jour un peu plus. Lors des exercices quotidiens, essayez systématiquement de progresser, sinon, à un moment ou à un autre, vous régresserez. Ainsi, effectuer tous les jours le même parcours de marche ou de vélo pendant la même durée et à la même intensité rendra l'expérience trop facile au fil des mois et de moins en moins efficace pour la santé. Vos muscles, vos systèmes cardiovasculaires et respiratoires s'en trouveront moins sollicités. L'irisine ou les endorphines, molécules protectrices et bénéfiques sécrétées pendant l'effort, seront alors émises en quantité trop faible. Et le bouclier mis en place pour vous protéger des maladies deviendra de plus en plus fragile. Aussi, fuyez le confort de l'habitude et fixez-vous de nouveaux objectifs. Vous pratiquez le vélo en extérieur ou en appartement, augmentez au minimum tous les 3 mois la difficulté de la séance. Vous marchez, imposez-vous de réduire chaque mois de 3 minutes le temps d'exécution du trajet. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Plus vous serez exigeant, plus votre santé en sortira gagnante. La compète espagnole. N'ayant aucun don de voyance, je ne vais pas vous proposer de lire l'avenir dans les lignes de la main. D'autant que des scientifiques se sont penchés sur la question et ont comparé les âges de décès avec ces lignes et n'ont en rien été convaincus par la fiabilité de la méthode. Je ne possède pas non plus de boule de cristal, celle-ci ne me permettrait pas plus de découvrir votre espérance de vie. En revanche, je sais qu'il existe des tests faciles et efficaces pour découvrir chez soi où l'on en est côté santé. Des médecins espagnols ont mis au point une méthode qui mérite que l'on s'y attarde. Après avoir suivi 12 615 sujets pendant 5 ans, ils ont noté que le risque de décès par maladie cardiovasculaire triplait chez les personnes incapables de monter 3 étages d'un coup, d'un bon rythme et sans arrêt. Le risque de cancer de ce même groupe était quant à lui multiplié par 2. Faites le test, sauf en cas de contre-indication de votre médecin bien entendu. Et si vous échouez, n'attendez plus. Une demi-heure d'exercice physique quotidienne peut changer votre destin. Le jeu, là encore, en vaut sacrément la chandelle. Surtout, ne jamais se démotiver. Je reconnais que les bonnes résolutions sont difficiles à tenir, parce que notre cerveau est programmé pour la paresse et le faible effort. Parce qu'il est complexe, douloureux, de lutter contre les conduites automatiques qui poussent à la sédentarité. Parce que, spontanément, sans se motiver, on a envie de ne rien faire du tout. Mais voyez combien c'est important. N'oubliez pas que plus on reste assis, plus les risques cardiovasculaires et de cancer, en particulier du côlon et du rectum, augmentent. Remplacez 30 minutes affalées par 30 minutes de marche réduit de 50% le risque de décès prématuré. Luttons contre la tendance humaine qui nous pousse à être attirés par ce qui semble agréable, mais qui en fait nous détruit progressivement. Le poison au goût plaisant qui nous anesthésie en douceur pour nous conduire vers la maladie à un nom, la sédentarité. L'autre dimension de la longévité. Vivons-nous tous avec la même notion du temps ? Percevoir un temps qui passe trop vite ou trop lentement modifie-t-il notre sensation de longévité ? Autant de questions à la fois philosophiques et de santé que bien des gens se posent. Le temps s'accélère avec les années. L'être humain, au fil des années qui s'écoulent, a une perception du temps différente, qui se déforme même. Durant l'enfance puis l'adolescence, il a la sensation d'avoir l'éternité devant lui. Il s'ennuie volontiers, trouve que les heures ne s'égrènent pas assez vite, voudrait être à dans quelques années. Une impression de lenteur et d'éternité absolument merveilleuse, parce qu'elle souligne qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on aura toujours le temps plus tard pour les choses sérieuses. Et puis, l'âge avance et la vision des années qui s'écoulent à toute vitesse gagne, souvent angoissante, pour certains même démoralisante. Or, vieillir ne signifie pas arriver au bout du chemin. La peur est celle-ci, on s'en doute. Et pour freiner ce ressenti de course contre la mort désagréable qui transforme les heures et jours en sable glissant entre les doigts, voici mes solutions. Vivre dans le présent. D'emblée, une vérité émerge. Au cas où ce sentiment d'une horloge qui tourne trop rapidement vous est familier, sachez qu'il est important de réagir car cette perception d'accélération génère un stress latent mais réel. L'idée inconsciente que l'on risque de mourir trop tôt, en n'ayant pas eu assez d'années pour faire ce que l'on avait à faire, n'est pas une réalité mais un ressenti. Il existe 2 dimensions au temps, la réelle et celle que l'on perçoit. Mieux gérer sa perception, c'est maîtriser son anxiété, accéder à la sérénité et à la plénitude. Pour freiner une telle impression d'accélération, mon premier conseil est d'occuper les journées avec plusieurs activités différentes.
Plus vous ferez de choses variées, plus vous aurez la sensation d'avoir freiné les aiguilles du temps. Prenons un exemple. Après un mois en vacances sédentaires, en rentrant chez soi, on se dit que ces 4 semaines ont coulé comme s'il n'y en avait eu qu'une, et cela stresse. Mais si ce mois a permis de visiter un pays en changeant de ville tous les 3 jours, le temps de l'enfance, avec ses activités riches, ses changements, ses surprises, ses émerveillements, est revenu. La répétition et la monotonie sont les pires accélérateurs du temps. Le psychanalyste Sigmund Freud voyait même dans la répétition une pulsion de mort. Si bien que faire tous les jours la même chose pendant 1 an revient à résumer une année en un seul jour. Signifie réduire cruellement sa sensation de vie et exister avec bien moins d'intensité. Éviter aussi de regarder de vieux films à la télévision. Je reconnais combien cela est difficile tant les chaînes de télévision en passent certains en boucle. Mais voir coup sur coup le même acteur dans un long métrage d'il y a 30 ans et dans un autre récent donne au spectateur la désagréable impression de vivre en accéléré. Dans le même ordre d'idées, n'exposez pas chez vous des photos personnelles ou de proches ayant plus de 5 ans, car chaque fois que vous les regarderez, un coup de vieux vous tombera dessus, qui n'est pas bon du tout pour la santé. Idem avec les vieux films de famille, dans l'instant on s'attendrit, mais vite ils laissent un goût de temps passé comme un éclair. 3e recommandation, arrêtez d'écouter de vieilles chansons, de vous rendre à des rétrospectives d'artistes. Forcez-vous à découvrir ce que les jeunes aiment. Sur le moment, sans doute, détesterez-vous, et ce sera même pour certains un supplice. Vous n'y ressentirez aucun plaisir, mais c'est parce que vos goûts et votre cerveau ont été formatés pour être en phase avec ce que vous avez déjà connu. Aussi, tenez bon, continuez, recommencez. Prenez l'expérience comme un exercice, comme les gammes que fait un pianiste pour s'entraîner, comme une cure de jouvence. Car chaque fois, vous contraindrez votre cerveau à travailler et il augmentera sa capacité, son adaptabilité et sa mémoire. Vous remarquerez alors combien progressivement au fil des semaines, vos oreilles s'habitueront et vos goûts se modifieront. Et bientôt, tout doucement, apparaîtra un temps qui s'écoulera avec délice et dans une lenteur apaisante. Autre avantage et non des moindres, en présence de jeunes, vous ne passerez plus pour un dinosaure tout juste échappé de Jurassic Park, ni pour le vieux rabat-joie de service. Or voilà la meilleure façon de renouer avec une vie intense et d'inverser le sablier. 29, 39, 49, 59, 69, 79 ans, des anniversaires surprenants. Plusieurs équipes de scientifiques ont constaté que lorsque nous nous trouvons dans l'année qui précède un changement de dizaine, nous modifions nettement notre comportement. Comme si la bascule dans la décennie suivante faisait office de déclic, nous poussant à nous interroger sur le sens de sa vie. Les chercheurs ont en particulier noté un grand besoin de parler et d'échanger de façon plus intense. Vient en effet chez beaucoup le moment de dresser le bilan. Les bilans, familiaux, professionnels, physiques, celui de comptabiliser les promesses que l'on s'est faites et que l'on n'a pas tenues. Des introspections qui aboutissent fréquemment à de bonnes résolutions, qui, comme au premier de l'an, parce que trop ambitieuses, ne peuvent être tenues durablement. Mais si, au lieu de cogiter, se promettre et flancher, on profitait de ces années charnières particulières pour essayer de rajeunir de 10 ans. Regardez-vous sur les photos qui ont 9 ans de moins. Analysez ces 9 années écoulées et faites le compte de ce qui a fonctionné pour vous, qui vous a valorisé. Ne cherchez jamais à vous comparer aux personnes qui ont le même âge, car votre histoire, vos normes, ne sont en rien celles d'un autre. Construisez-vous des challenges personnels et non par rapport à X, Y ou Z. Et décidez maintenant de l'âge que vous souhaitez réellement avoir, affiché même. Se sentir plus jeune dans sa tête vous fera rajeunir et vous sentir plus vif et mobile. Aucun regret n'existe et ne doit s'imposer. Oubliez le passé et ne regardez plus dans le rétroviseur. Le sens que vous accordez dorénavant à votre vie et l'énergie que vous mettrez à réaliser ces nouveaux objectifs représenteront le moteur anti-âge le plus puissant même qui ait jamais existé. Le lâcher-prise, un excellent anti-âge. Les spécialistes de l'hypnose ont remarqué qu'entre la moitié et le tiers des personnes qui viennent les consulter y sont réfractaires, et qu'elles ont toutes un point commun, participer certes mais juger en même temps. Or, pour entrer en état d'hypnose, il faut se laisser aller, ne pas étiqueter, rester et participer sans juger. Mais le cerveau dresse parfois des barrières infranchissables. Il en va de même en ce qui concerne le vieillissement. Rien de tel pour rester jeune que de lâcher prise. Retrouver un rire d'enfant. Comment ? Observer des enfants. Ils vivent intensément les jeux auxquels ils participent. Parce qu'ils sont complètement dans le présent, parce qu'ils ne pensent pas une seconde à ce qu'ils ont fait hier ou à ce qu'ils feront demain. Leurs rires jaillissent pour de petits riens.
des rires joyeux qui rendent la vie belle. Or, avec l'âge, chez beaucoup, le rire devient rare. Quelle tristesse lorsqu'on songe qu'il est l'un des meilleurs carburants de la longévité. Pour jouir de la vie et retrouver cette insouciance d'enfance, comme en hypnose efficace, il convient de lâcher prise et de se laisser conduire en vivant l'instant présent, d'éviter de prendre du recul pour analyser une situation, sous peine de voir la joie de vivre et les rires disparaître sur le champ. Être sérieux en permanence rend triste et vieillit prématurément. Le raisonnement, qui plus est sentencieux, caustique, souvent agrémenté d'une pointe de mépris, bloque le flux positif de joie qui devrait nous traverser. Or, bien des événements de la vie n'ont pas besoin d'être expliqués, juste sentis. Entraînez-vous dès lors à mettre de côté les pensées parasites. Lâchez la corde qui vous enchaîne aux sentiments négatifs. Profitez vivement, pleinement, de l'instant et répondez-lui. Je suis là et bien là. Vous rajeunirez dans votre esprit comme dans votre corps. Les effets de la méditation. Le lâcher-prise, le moment présent, la méditation sont des thèmes et approches actuellement tendance. Livres, conférences, applications pullulent pour vous aider à atteindre le nirvana et de plus en plus de personnes les pratiquent à travers le monde. Mais qu'en est-il réellement ? S'isoler dans une pièce ou dans la nature, se concentrer pour faire le vide, ne penser à rien, focaliser son énergie afin de vivre intensément l'instant, ont en fait des effets bénéfiques sur la gestion du stress et le calme intérieur. J'avoue être moi-même séduit par les bienfaits que peut apporter la pratique de la méditation. Mais dans ce tableau idyllique demeure une donnée sur laquelle je m'interroge. Pourquoi la plupart de ceux qui en Europe se sont lancés dans la méditation voici des années, instaurant dans leur quotidien des rituels, s'en sont-ils délestés au fil du temps pour ne plus la pratiquer qu'occasionnellement ? Pourquoi la durée des séances, d'1 heure initialement, s'est-elle réduite chez beaucoup au gré des mois à 30 minutes, puis un quart d'heure, puis 5 minutes, avant de disparaître totalement ? Est-ce parce que ces sujets vont mieux et n'ont plus besoin de méditer ? Ou parce que les effets bénéfiques s'estompent si vite que la motivation s'en trouve altérée ? Interrogés, beaucoup ont même reconnu mentir à leurs proches quand ces derniers les interrogeaient sur leur pratique. Ils prétendaient continuer de pratiquer régulièrement alors qu'ils avaient quasiment arrêté. De quelle manière expliquer un tel sentiment de culpabilité ? Pensez à ce que vous faites. Comme il est impossible d'imposer la pratique de la méditation à des personnes n'en ayant plus envie, j'en déduis un message à valeur globale. Souvenez-vous surtout d'être toujours totalement présent à ce que vous faites. Que ce soit lorsque vous parlez à un ami, déjeunez avec un proche, tenez autant que possible éloigner les pensées parasites et vivez intensément l'instant. C'est en s'appuyant et en savourant la force du présent que l'on accède à l'intemporel, à ces moments d'éternité si apaisants. Arriver au même résultat que la méditation sans la pratiquer. La vertu de la méditation est d'apprendre l'importance du lâcher-prise pour retrouver ses fondamentaux. Or, je l'ai indiqué, ce lâcher-prise fait chuter le stress, nous réconcilie avec nous-mêmes, aide même parfois à s'aimer davantage. Mais si on est réfractaire à la méthode, comment y parvenir ? En apprenant à lâcher prise sans passer par elle. Dans une étude, des scientifiques ont comparé 2 groupes. Le premier accueillait des adeptes de la méditation, l'appliquant en pleine conscience. Le second recourait à une application de jeu. Eh bien, les chercheurs ont constaté que les participants joueurs se sentaient plus énergiques et moins fatigués que ceux qui avaient médité. Autrement dit, se concentrer totalement sur une activité ludique permet d'obtenir un lâcher-prise meilleur au sens où il aide à conserver son énergie. Certaines personnes affirment obtenir le même résultat lorsqu'elles skient. En ne pensant plus qu'à la piste pour ne pas tomber, elles lâchent prise. Ce constat rejoint une étude que j'avais citée dans un précédent livre qui montrait combien, lorsque des couples consentants jouent à se donner de petites fessées érotiques, ils stimulaient les mêmes zones du cerveau visibles à l'IRM que celles activées par les grands sages pratiquant la méditation à haut niveau. Quand la méditation stresse plus qu'elle ne détend. Des scientifiques londoniens viennent, eux, de mettre en avant le fait que près de 30% des participants à une retraite méditative en ressortaient plus stressés qu'à leur arrivée, surtout les hommes. Le constat prête à sourire, mais il est surtout révélateur des fausses idées ou tendances inadaptées que nous nous contraignons parfois à suivre les yeux fermés alors que ces modes, efficaces pour d'autres par ailleurs, ne nous correspondent en rien. Pour analyser les raisons du stress post-méditation, d'autres chercheurs ont étudié 90 individus en congé, avec un premier groupe de vacanciers ne faisant rien du tout tandis que l'autre chaque jour devait s'astreindre à un footing de 40 minutes. Résultat, le stress des coureurs s'était effondré tandis que celui des paresseux était le même qu'au début de l'expérience.
Peut-on en conclure que nous sommes plus heureux lorsque nous pratiquons une activité? Vraisemblablement. Une conclusion corroborée par des scientifiques de Harvard ayant analysé l'état d'esprit de 2000 volontaires et constaté que les sujets rêveurs ou laissant vagabonder leur cerveau toute la journée étaient beaucoup plus tristes et mélancoliques que ceux s'étant focalisés sur une tâche à accomplir. Ne rien faire du tout trop longtemps finit par rendre malheureux. L'un des chercheurs a d'ailleurs utilisé une expression terrifiante pour qualifier les pensées errantes qui se prolongent. Il les a comparées au baiser de la mort du bonheur. Le juste équilibre. Dans ce cas, comme dans de nombreux autres en matière de santé, en vérité c'est la dose qui fait le poison, on l'a déjà dit. Lorsque nous sommes en vacances et que notre activité principale se résume à bronzer et à barboter, le cerveau ne débranche jamais. Il modifie certes son fonctionnement mais le passe en mode par défaut. Non concentré, celui-ci flotte, vagabonde. Des moments bénéfiques car ils stimulent la créativité, l'imagination et permettent de voyager vers nos mondes intérieurs, précieux aussi car ils font partie de l'équilibre et de la sérénité, mais surtout à petite dose. Car à forte dose, ces instants de vacuité dépriment. Agir en pleine conscience. Un autre élément a été mis en lumière. Exécuter une tâche, quelle qu'elle soit, en y pensant, ou au mieux en y cherchant systématiquement un aspect positif, génère de la bonne humeur. En revanche, faire la même chose sans y songer démoralise. Par exemple, passer l'aspirateur en se disant que ce sont toujours quelques calories de perdu peut paraître rébarbatif mais toujours mieux que de l'envisager comme une corvée. Au fond, la règle est assez simple. Acceptons et apprenons à prendre de la distance par rapport au quotidien. Gagner de la hauteur par rapport à la vie, c'est déjà faire baisser le stress. Et ne culpabilisez en rien si vous interrompez la méditation. D'autres voies sont possibles et tout aussi bénéfiques pour se distraire. L'éloge de la lenteur, l'exemple du corail. Si on ralentit le rythme, vit-on plus longtemps? Faut-il s'économiser pour durer? Ces interrogations sont sur toutes les lèvres, qui plus est dans nos sociétés où le culte de l'urgence est devenu la norme et où tout va toujours plus et trop vite. Prendre exemple sur la nature. Aux interrogations légitimes sur la frénésie qui nous broie, la nature apporte souvent des réponses sensées. Or, j'aime partir d'exemples qui permettent d'illustrer de preuves concrètes certains concepts robustes. Comme en escalade, pour avancer, il faut bénéficier de points d'appui solides. Quand on évoque la longévité au sein du monde animal, on pense volontiers aux tortues qui battent des records en la matière. L'une d'elles a ainsi atteint 200 ans. Mais il existe d'autres espèces vivantes à l'espérance de vie étonnante. Ainsi, l'Arctica islandica, une petite praire des océans, vit jusqu'à 500 ans. Quant à certains coraux, ils traversent les siècles et même les millénaires. Grâce au carbone 14, les scientifiques ont découvert et daté avec précision l'âge de 2 coraux emblématiques. Un doré est âgé de 2742 ans et un noir de 4265 ans. Comment ces organismes vivants résistent-ils au temps? Que peuvent-ils nous apprendre pour vivre mieux? Les coraux, définition. Le corail a une place à part dans l'imaginaire de certaines civilisations. À les en croire, il protégerait son possesseur, apaiserait les émotions et contribuerait au calme intérieur. Pour les Indiens d'Amérique, il s'agit même d'une pierre sacrée, symbole de l'énergie de la force vitale. Or, aujourd'hui, les coraux sont gravement menacés par la pollution marine, l'augmentation de la chaleur des océans, la main des hommes qui les arrache et détruit des barrières entières. Les plus grandes d'entre elles ont ainsi perdu entre 1987 et 2014 plus de la moitié de leurs spécimens. En apprenant ce qu'ils enduraient et le danger que cette menace représentait pour nous, les humains, j'ai ressenti comme une évidence de me porter à leur chevet et de chercher à découvrir le secret de leur longévité. Les coraux sont dispersés sur toute la planète avec des espèces fort nombreuses. Pour les étudier, il faut pouvoir comparer une espèce à une autre en tenant compte des variations climatiques et géographiques qui influent sur leur biologie. J'aurais aimé passer plusieurs années à les analyser dans leur milieu naturel en faisant le tour du monde, mais c'est hélas impossible. Par chance, il existe à Monaco un centre de recherche unique dirigé par le professeur Denis Allemand, où des coraux du monde entier vivent dans des aquariums adaptés à chacune de leurs variétés. La principauté est très active pour protéger l'univers marin de la pollution et de la pêche intensive, lutte acharnée dont dépend l'avenir de notre planète. Il suffit, pour exemple,
de voir la prolifération des méduses liées au réchauffement climatique et à la pêche trop importante des thons qui les mangent pour comprendre l'urgence. Dans le centre, on se rend compte de la longévité incroyable des coraux, qui ne sont en rien des pierres figées, fichées au sol des océans, mais des êtres vivants, des polypes qui croissent, d'une espèce à l'autre, de 5 à 35 micromètres sur un squelette calcaire. Considérés d'un point de vue biologique comme des animaux, ils vivent généralement en colonies, ce qui permet d'expliquer l'existence des barrières qui protègent les plages. Pour mémoire, il existe près de 800 espèces, qui se nourrissent exclusivement de bactéries, fixent l'azote et vivent en symbiose avec les végétaux marins. Un demi-degré qui fait la différence. Les coraux des eaux profondes affichent une longévité plus longue et en meilleure santé biologique que ceux proches de la surface, parce que la profondeur protège mieux des intempéries, de la température et des hommes. Surtout parce qu'il y fait plus froid. Nous savons en effet désormais, grâce à de nombreuses études, que la durée de vie d'un être vivant tient au thermomètre. Ainsi, en diminuant la température corporelle d'une souris de seulement un demi-degré, on verra l'espérance de vie de celle-ci s'accroître de 15 à 20%. Le rat taupe nu, sur lequel j'effectue mes recherches, est un modèle de longévité. Lui qui vit 30 ans alors que la souris atteint au mieux 3 ans, et ce en parfaite santé, sans signe de vieillissement ni de maladie, avec une température corporelle de 32 degrés. Concernant l'homme, les scientifiques ont remarqué que les centenaires avaient en moyenne une température corporelle d'un demi-degré inférieure à la moyenne. Dès lors, faudrait-il diminuer la température de notre organisme pour vivre plus longtemps ? Soit, mais comment ? S'exposer au froid ou manger de la glace ne servirait à rien, tous les humains étant équipés d'un thermostat ultrasensible situé en plein cerveau qui, lorsque la chaleur extérieure monte ou descend, ajuste celle interne pour qu'elle demeure à 37 degrés. Certes, il existe une piste, en lien même, une fois n'est pas coutume, avec l'alimentation. Avez-vous déjà ressenti une désagréable sensation de chaleur après un repas lourd et arrosé ? Sans doute, car il est attesté que, à contrario, réduisant ses calories, on diminue sa température corporelle, que ce soit par le jeûne intermittent et ou par la restriction calorique. La fascinante observation des coraux. Mais revenons aux enseignements des coraux. Et notons d'abord que leur observation, ainsi que celle des poissons qui gravitent autour d'eux, relaxe profondément. J'ai compris pourquoi tant de cabinets médicaux installaient des aquariums dans leur salle d'attente. L'apaisement. Une quiétude prouvée grâce à une étude réalisée à Plymouth ayant montré que les personnes qui passaient seulement 10 minutes devant ces spectacles marins miniatures bénéficiaient d'effets positifs sur leur santé avec pression artérielle et fréquence cardiaque en baisse, diminution du stress et émission d'émotions positives. Face à l'aquarium, on se reconnecte en fait à la nature, à la lenteur, au silence, état qui génère un profond bien-être et une sérénité douce. Étudier des coraux qui datent de centaines ou de milliers d'années a donc quelque chose de fascinant. Nous ne nous trouvons pas face à des ruines archéologiques inertes, mais à des êtres vivants ayant traversé le temps afin de nous raconter une histoire. Les coraux, précurseurs du clonage. Le mode de fonctionnement de ces animaux est clonal. Oui, vous avez bien lu, le corail a le pouvoir étonnant de dupliquer ses cellules. Quel phénomène fascinant que de remplacer ces vieilles pièces par des jeunes, et de songer alors que nous, les humains, disposons d'un système identique à ceci près que nous remplaçons nos cellules usées, malades ou mortes par de vieilles pièces détachées. Les cellules souches chargées de la régénération vieillissant avec nous et ne faisant aucun miracle. Les coraux, eux, bénéficient en permanence d'un stock de pièces détachées neuves, ce qui explique pourquoi ils vivent si longtemps. Peut-on en tirer des enseignements ? Un système immunitaire mystérieux. Une énigme persiste. Plus les humains avancent en âge, plus leur système immunitaire diminue, ouvrant la porte à toutes les maladies et à terme à la mort. À 100 ans, un être humain peut décéder d'une grippe parce que ses défenses immunitaires n'assurent plus correctement leur rôle. Bien sûr, nous l'avons vu, l'activité physique régulière et intellectuelle, une alimentation équilibrée, arrivent à retarder l'échéance. Mais la dégradation existe bel et bien. Or, les coraux, eux, bien exposés à des agents bactériens, viraux, fongiques, voire à des parasites parfois agressifs, gardent de bonnes défenses quel que soit leur âge. Leur système immunitaire inné ne fonctionne en rien comme le nôtre et demeure un mystère pour les chercheurs, car il ne produit pas d'anticorps. C'est en fait une sorte de bouclier invisible dont nous ne comprenons pas encore le fonctionnement qui leur assure une espérance de vie aussi longue.
De premières pistes de réflexion à ce propos viennent d'être avancées. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse d'une protection développée en lien étroit avec les communautés microbiennes symbiotiques qui entourent ces animaux. Le corail modifierait en fait sa composition pour s'adapter en permanence aux conditions microbiennes extérieures. La philosophie des coraux. La découverte de ces défenses immunitaires, capables de traverser des milliers d'années intactes, nous ouvre une voie de réflexion. Aujourd'hui, les microbes, nous mettons toute notre intelligence à les détruire via les antibiotiques. La philosophie du corail, elle, est à l'opposé. Celui-ci ne cherche pas à détruire ce qui pourrait l'agresser, mais à s'adapter en un temps record aux nouvelles données qui l'entourent dans le but de vivre en harmonie avec elles. Cette approche originale offre des perspectives inédites. Et si, face à ce qui nous apparaît comme étranger et que nous interprétons menaçant, nous baissions la garde? Si nous apprenions à nous adapter à un monde qui change pour vivre en harmonie sans conflit et sans guerre avec lui? Dès lors, celui que nous nommons étranger s'adaptera aussi en apprenant de notre culture et de notre langue afin d'accroître la symbiose. De cette singularité du corail, pourquoi ne tirerions-nous pas un enseignement ?